Donc, deuxième partie, les essentiels pour toi en préparation physique. Et dedans, on a noté quelques points que je rappelle pour tout le monde, le travail préventif, le temps de réaction, la reprise d'appui et les déplacements primaires, les tout premiers déplacements pour nous mettre en action. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ces sujets-là? Alors, tout d'abord, le travail préventif. Déjà, à mon sens, pour faire de la préparation physique dans une discipline, donc là, en l'occurrence, le tennis, il faut bien analyser la discipline et savoir tous les déséquilibres que peut créer la pratique, par exemple, du tennis. Donc, du coup, on voit bien, on constate qu'au niveau du travail préventif, on prend énormément de temps à équilibrer les joueurs et également à les rendre plus forts pour éviter des blessures. Alors, que ce soit au niveau de la cheville, avec toutes les glissades, les changements de surface, entre la terre battue, le dur et le gazon. On le voit bien l'année dernière à Wimbledon, le gazon il était souvent glissant. Sur les changements de direction ou sur les contre-pieds, souvent les joueurs ils glissaient, ils tombaient. Oui. Donc, je veux dire, au niveau des chevilles, c'est primordial. Il faut vraiment renforcer les chevilles. Après, au niveau du bras, forcément, l'épaule, il faut faire tous les rotateurs externes d'épaule pour compenser avec les rotateurs internes. Il faut renforcer le poignet, il faut renforcer l'avant-bras. Donc voilà, ce sont des endroits où il y a énormément de blessures, que ce soit chez les jeunes dans les clubs. On le voit un peu moins chez les joueurs de haut niveau parce qu'eux, ils ont quand même un staff autour d'eux où tous les jours, ils ont que ça à faire d'être prêts et d'éviter de se blesser. Mais dans les clubs, je pense que tous les coachs, ils connaissent ils ont des joueurs à un moment qui ont eu des blessures au poignet, au coude, à l'épaule. Et souvent, c'est dû à un manque d'équilibre et de force à ce niveau-là. Oui, oui. Donc Et ça, c'est vraiment important. là, notre interview va sortir et elle sortira après deux interviews de kinés qui sont aussi, tu vois, très, très au courant de ces problématiques-là. Et on en a parlé dans les deux cas. Le travail de prévention, tu vois, avec du renforcement, c'est Ouais. primordial. C'est primordial. Et on y est en plein dedans. Tu vois, tu Alors, enfonces encore le clou là. alors c'est primordial. C'est-à-dire que alors, je ne dis pas ça parce que je m'occupe de la préparation physique, mais la préparation physique, c'est la base pour construire un athlète et développer des qualités tennistiques. Si à un moment le joueur n'est pas équilibré, il va avoir des situations tennistiques précises ou peut-être qu'il ne va pas pouvoir effectuer ce que le coach tennis lui demande. Donc, il faut comprendre pourquoi. Donc, le coach, peut-être qu'il va lui redemander, il dit, bon, demain, on va travailler ça, on va encore travailler ça. Et la marge de progression, elle peut être très infime, voire pratiquement nulle, parce que le joueur n'a pas, on va dire, entre guillemets, la matière première pour effectuer ce que le coach lui demande. Donc, si on n'est pas équilibré, si le joueur n'est pas équilibré, s'il n'est pas suffisamment fort, la répétition de certains gestes peut causer des blessures ou davantage de déséquilibre chez le joueur. On prend par exemple le service. Si maintenant l'épaule n'est pas très stable et qu'elle n'est pas très bien équilibrée, et que l'entraîneur tennis se demande, voilà, on va beaucoup travailler le service. Après, il y a des chances, alors ça dépend encore une fois du profil du joueur, mais il y a des chances que le joueur il développe une tendinite au niveau de l'épaule ou d'autres douleurs au niveau de l'épaule. Et pourquoi? Parce que la charge d'entraînement, enfin, on pourra en revenir tout à l'heure encore dans la partie 3, mais peut-être parce que la charge d'entraînement, elle est beaucoup trop intense par rapport à la capacité du joueur à supporter une charge. Donc, le travail préventif, c'est… Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants,
et encore plus utile pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Alors, en termes de pourcentage, sur 100%, c'est difficile de dire, mais c'est pratiquement 50%. Oui. Avant de faire progresser un joueur, il faut éviter qu'il se blesse pour qu'il puisse s'entraîner dans de bonnes conditions et qu'il soit bien équilibré. Ça, c'est la priorité. Ça ne sert à rien de développer, par exemple, l'explosivité chez un joueur si à un moment, l'ischio n'est pas suffisamment fort et que sur un démarrage, il se pète l'ischio parce qu'il y a un déséquilibre avec le quadri qui est trop important. Donc ça, il faut le comprendre et c'est quelque chose de primordial. J'espère qu'à force de l'entendre, là, au fur et à mesure des interviews que j'ai proposées là, ça va s'ancrer. Mais c'est fascinant parce que justement, quand tu as conscience de tout ça, nous, enseignants de tennis, on aurait tendance à penser trop spécifique, tu vois, et se dire que la préparation physique, c'est réservé qu'à l'élite parce que les mecs, ils ont du temps et tout ça. Mais non, non, non. Et il ne faut pas qu'on réagisse comme ça. Il faut pas que... Ou même après, moi, je me rappelle de quand on est en formation, on te parle de prépa physique avec les filières, tu te dis, mais bon, c'est trop compliqué, tu vois. Et donc, du coup, tu te fais une mauvaise image de tout ça, alors qu'au final, pas du tout. Pas du tout. Alors, bon, tu as raison, il y a ce qu'il y a écrit dans les livres, il y a aussi la réalité des faits. Et encore une fois, je veux dire, l'aspect prophylactique du tennis, chaque sport a un aspect prophylactique qui est différent. J'entraîne par exemple un pilote de Formule 2. Si on compare sa prépa physique à lui, spécifique à sa discipline, ou un joueur de tennis, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est vrai que voilà, les joueurs de tennis, ils ont un profil qui est tel. Après, dans chaque discipline, un joueur de foot, un joueur de badminton ou quelqu'un qui fait du saut en longueur, c'est complètement différent. Mais c'est un sport qui est très, très complet. Et à mon sens, je pense que c'est peut-être une des disciplines les plus complexes en termes de travail spécifique, de travail préventif et d'impact sur le corps. Je veux dire, il y en a qui ont des revers à une main, donc il faut s'imaginer qu'une partie ne travaille pratiquement pas, donc il faut quand même l'équilibrer. Au niveau des dorsaux, au niveau des abdos, la blessure qu'on voit souvent au niveau des abdos, c'est toujours le grand droit de l'abdomen, la déchirure au cervice ou au smatch, du côté opposé du bras. Pourquoi? Parce qu'elle travaille en course externe et elle se contracte sur toute l'amplitude. Donc, je veux dire, en travail préventif, il faut le savoir, il faut travailler les abdos en course externe dans toute l'amplitude et avec une charge assez importante pour que la contraction musculaire soit plus forte que la contraction musculaire qui est effectuée lors du service. Donc, c'est vrai que des fois, si ça, on ne le sait pas, peut-être que des coachs peuvent se dire, voilà, il faut renforcer les abdos, donc on va le faire en crunch. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à un moment, je pense, parce que bon, je suis également organisme de formation et j'ai fait une formation d'ailleurs dans ta ligue il y a peu de temps et j'avais des personnes qui étaient entraîneurs de ligue et c'est vrai qu'il y a certaines choses sur le travail préventif où ils n'étaient pas au courant. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être mises en place dans les formations des DE et DES qui sont déjà mises en place, mais peut-être approfondir un petit peu plus pour donner plus de billes aux futurs enseignants sur le travail préventif pour qu'en fonction d'une situation, une situation précise, ils puissent avoir des billes et savoir quoi faire pour renforcer telle ou telle partie, articulation ou muscle. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. On en parlera. J'avais prévu de te faire parler à ce sujet-là, sur ce que tu proposes en termes de formation, à la fin, avant de se quitter là. Et du coup, si on continue sur les essentiels, donc ce travail préventif, j'espère que tout le monde a compris que c'était important. Ensuite, donc, vient le temps de réaction. Alors, en fait, quand on avait parlé de ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit du joueur, son implication, sa volonté, c'est quelque chose qui est primordial dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je veux dire, à un moment, il faut que ce soit un projet également du joueur. Des fois, si c'est des projets qui sont plus un peu familiaux, et si le joueur il n'a pas cette envie vraiment de réussir, il va être moins à l'écoute et la qualité de ses entraînements, que ce soit tennis ou physique, elle va être moindre. Donc, en fait, la marge de progression, elle ne va pas être optimale par rapport à ce qu'elle pourrait être. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Quand on travaille, par exemple,
l'explosivité, la rapidité, le temps de réaction, là, comme en l'occurrence. Si le joueur n'est pas dans un état de vigilance accrue, qu'il n'est pas dans une bonne position pour répondre à un signal, bien évidemment, il y a de fortes chances que l'exercice ne serve pas à grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment primordial. Le temps de réaction, le tennis, c'est quand même un sport où ça va de plus en plus vite. D'accord ? Donc, ça dépend forcément des catégories d'âge, mais il faut être très vigilant et il faut savoir également toutes les données par rapport à l'œil directeur. Quel est l'œil directeur? Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que de nos jours, les entraîneurs, ils doivent normalement savoir quel est l'œil directeur parce que ça va leur donner des explications peut-être sur la prise de balle, pourquoi un joueur va prendre la balle en arrière un peu tard. Est-ce que c'est lié à l'œil directeur? Donc voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut réagir, il faut travailler ce temps de réaction, il faut pour le service, pour le retour, enfin, il y a énormément de choses qui sont importantes à ce niveau-là. Et on en avait parlé quand on avait préparé cette interview-là, et j'en parle moins souvent quand je suis avec les stagiaires. On a tendance à juger, entre guillemets, le terme n'est pas bon, mais on a tendance à juger une personne, tu vois, à sa technique. Et on va regarder son geste, et on va le regarder jouer, on va dire, putain, en coup droit, ça part pas, c'est pas terrible, tout ça, il prend la balle derrière, tout ça. Et du coup, tu te dis, mais en fait, son geste, il est pas bon, je vais changer son geste. Mais qui te dit que c'est pas un temps de réaction qui n'est pas assez bon, du coup, pour le coup, et qui a engendré que le fait qu'il soit arrivé en retard? Tu vois, et qui du coup provoque ça. Alors, je vais prendre l'exemple que tu donnes. Déjà, l'œil directeur peut jouer sur le fait de prendre une balle un peu plus tard. Après, tout dépend également de sa jambe qui est dominante. C'est-à-dire, on imagine que l'œil directeur, c'est l'œil arrière, en coup droit. Donc, on prend un droitier qui frappe en coup droit. Imaginons que sa jambe forte, c'est la jambe droite. Que son œil directeur, c'est la jambe droite. Donc, en fait, qu'il est en appui plus appui en ligne. Donc, c'est l'œil qui est en arrière avec la jambe qui est en arrière. Donc, il se peut, c'est un exemple, il se peut qu'effectivement, le fait d'avoir la jambe forte en arrière, le joueur, il ait davantage son poids du corps vers l'arrière, avec l'œil directeur en plus vers l'arrière. Donc, ça peut être effectivement dû à ça, qu'ils prennent la balle trop tardivement. Et donc, peut-être qu'il y a un travail à côté plus physique à faire pour rendre la jambe gauche un peu plus forte, plus équilibrée entre la force de la jambe dominante et celle de la jambe non dominante. Donc, effectivement, ça, ce sont des choses qu'il faut essayer de savoir. Et si on ne fait pas ce travail, on a beau travailler le coup droit dans un certain mouvement, eh ben, ce n'est pas sûr que le joueur progresse comme on souhaite qu'il progresse. Mais après, je vais revenir, pareil, à ce que tu disais, à la même situation. Est-ce qu'un joueur est lent parce que la prise d'information est trop tardive ou est-ce que sa mise en action est trop lente? Et ça, c'est vrai que souvent, quand on passe à côté des terrains, on regarde un joueur, on dit « Oh là là, mais lui, physiquement, il est nul, il est trop lent. » Déjà, on ne sait pas dans quel état d'esprit ce joueur il se trouve. Si ça se trouve, il est stressé, il est tendu. Et on le sait tous, quand un joueur il est tendu, qu'il est stressé, il n'arrive pas à se relâcher, donc il n'arrive pas à se déplacer correctement avec fluidité, il n'arrive pas à frapper la balle correctement, il retient son geste. Donc en fait, je dirais qu'il y a pratiquement tout qui est un petit peu faux. Alors que le même joueur, si par exemple, il est détendu, il est relâché, il n'a pas de pression, eh ben, il va bouger nettement mieux, il va frapper ses balles, ça va être beaucoup plus fluide, la vitesse de balle va être beaucoup plus importante. Donc en fait, tout dépend de l'aspect psychologique dans lequel se trouve le joueur. C'est très difficile quand on ne connaît pas un joueur de voir une situation, par exemple, de match et de juger « Ah, maintenant, lui, il n'a pas un bon coup droit, lui, il n'a pas un bon revers ». C'est très compliqué. Des fois, il vaut mieux regarder et se poser, enfin, voilà, et ne pas juger hâtivement des qualités et des points faibles d'un joueur quand on ne connaît pas trop sur une certaine période d'un match. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et ce qui est lié, là je continue dans notre plan, ce qui est lié à autant de réactions, c'est la reprise d'appui. Tu vois, c'est donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, la reprise d'appui, c'est le départ avec le temps de réaction
du déplacement. C'est-à-dire que si maintenant la reprise d'appui, elle n'est pas faite au bon moment et qu'on n'est pas l'écart d'appui qu'il faut et qu'on n'est pas sur la pointe des pieds, si on a un déplacement relativement lointain à effectuer, le joueur, il va perdre du temps. Il y a des fois des joueurs qui ont des reprises d'appui qui sont décalées. Il y en a qui sont pieds à plat. Donc, si on veut être explosif, à un moment, il faut être relativement fléchi avec un écart qui est propre, mais à peu près l'écart des hanches et sur la pointe des pieds. Et là, du coup, au moment où on voit la balle partir, si elle est lointaine, on va pouvoir tout de suite pousser sur la pointe des pieds avec une extension plus ou moins totale de la jambe pour développer la force et la puissance max. Et ça, ce sont des techniques, je veux dire, il faut travailler chez les jeunes les techniques de déplacement. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas laisser le joueur se déplacer comme il veut, parce que s'il y a des choses qui sont fausses, il va les garder ancrées et il va les développer. Et plus quelque chose de faux est ancré, plus ça va être difficile par la suite de le travailler et de modifier ses appuis, sa reprise d'appui, ses déplacements. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est qu'à mon sens, chez les jeunes, il faut leur apprendre à se déplacer convenablement et en consommant le moins d'énergie possible et en allant le plus rapidement possible à la balle, tout en pensant à chaque fois au replacement. Est-ce que tu penses qu'un enfant qui débute le tennis peut naturellement, instinctivement, avoir un déplacement qui est correct? Alors, tout dépend. Il faut être vigilant, être juste vigilant sur le fait qu'il entreprend les bonnes choses, tu vois. Alors, il y a des joueurs, des jeunes, qui regardent énormément de tennis à la télé et qui apprennent en observant. Donc, il y a des jeunes qui ont peut-être un profil où ils observent et ils essayent de reproduire eux-mêmes ce qu'ils voient chez les joueurs professionnels. Donc là, peut-être qu'effectivement, il va pouvoir, on va dire, favoriser un jeu de jambes qui est plus ou moins bon. Mais après, instinctivement, on met tous au début peut-être la mauvaise jambe. Au lieu de mettre la jambe gauche devant, ben non, dans cette situation, il faut mettre la jambe droite devant. Après, ça dépend également du profil du joueur. Même à haut niveau, il y a des profils de joueurs qui frappent beaucoup plus en appui ouvert, alors que d'autres, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont essayer de se mettre plus en appui en ligne. Donc, je veux dire, ça dépend du profil et de la force du joueur. Par exemple, Serena, elle a tendance d'être plus, quand elle est sur la ligne, à frapper en appui ouvert. Parce qu'au niveau du tronc, au niveau de la force explosive du tronc et de la force des bras, personne ne peut rivaliser avec Serena. Mais est-ce que c'est le bon déplacement pour d'autres joueuses? Je ne pense pas. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération pour les coachs de tennis. Il ne faut pas non plus que chaque joueur sur la même balle ait le même déplacement. Parce qu'il y en a certains qui seraient mieux dans tel type d'appui, alors qu'un autre, son point fort, c'est un autre type d'appui. Donc, je pense que ça, il faut le prendre en considération. Il ne faut pas que tout le monde soit en appui ouvert tout le temps. Voilà, je pense que ça dépend vraiment du joueur, des points forts et de sa manière de jouer, de son point fort également, coup droit revers. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Il n'y a pas qu'une manière d'enseigner la technique de déplacement. Et tu vois, et là, je repense à des séances que je fais quand j'étais jeune enseignant. Tu vois, où c'est que tu dis, bah, aujourd'hui, on travaille les appuis ouverts. Et finalement, il y a certaines personnes sur certaines situations d'exercice qui, finalement, ce n'était pas fait pour eux, quoi, tu vois. Donc après, en soi, je me dis, c'est quand même bien que les personnes, les débutants, tu vois, ceux qui découvrent, ils aient conscience de tout ça, qu'ils le connaissent, pour savoir après, justement, dans lequel ils sont à l'aise, tu vois. Mais parfois, tu vois, de la compétition, tu vois, de troisième série ou seconde série, tu te dis, non, mais là, ça va tellement vite, il faut qu'on passe tous en appui ouvert. Ben, peut-être pas, tu vois. Oui, alors après, c'est sûr que pour les jeunes, c'est toujours bien de les mettre dans des situations différentes. Ça, c'est sûr. Après, il y a certaines balles, par exemple, qui sont lointaines.
où des fois, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que plus les situations sont diverses et variées chez les jeunes, et plus eux-mêmes, ils vont développer un schéma et un jeu de jambes qui va être différent. Et donc, après, en fait, l'objectif, c'est que quand les jeunes vont progresser, instinctivement, ils ne se posent plus la question s'ils vont aller frapper la balle en coup droit, en appui ouvert, en appui en ligne, en appui croisé. Donc, voilà, plus le niveau du joueur est important et plus il va prendre en considération d'autres choses qui est plus l'aspect tactique notamment. Et ça me fait penser justement dans tout ce qui est essentiel en préparation physique, il y a aussi le moyen de le faire travailler en dehors du cours, sur le cours, les deux. Alors oui, effectivement, c'est les deux. Par exemple, si on voit, ça on le voit souvent dans les catégories de jeunes, ils ont du mal à glisser, par exemple, sur terre battue. Pourquoi? Parce qu'il manque souvent de force. Donc en fait, un joueur, on a beau lui faire travailler les glissades pendant des heures et des heures, mais si ce joueur manque de force, eh ben, il ne va pas pouvoir l'exécuter de la bonne manière. Donc là, il y a un travail forcément en dehors du cours, donc spécifique de renforcement la force. Et après, une fois qu'il va s'améliorer dans ce domaine-là, eh ben, il va être capable de s'améliorer également dans tout ce qui est glissade sur le terrain. La force, c'est vraiment la base du joueur. Par exemple, on entend des fois dans des catégories de jeunes, on entend des parents dire « Ah mais non, il ne faut surtout pas faire de la musculation ou de la force. Mon fils ou ma fille à 10 ans, ce n'est pas bon. » La question qu'il faut se poser, c'est combien d'heures de tennis le joueur ou la joueuse en question joue par semaine. Imaginez-vous, le joueur joue 10 heures au tennis par semaine, mais ne fait pas de préparation physique, il a 10 ans ou 9 ans. Il faut savoir que 10 heures par semaine, les déséquilibres, ils vont être quand même très importants au bout de quelques mois. Donc, le risque de blessure va être très important. Donc, il va falloir quand même équilibrer le corps du joueur. Et pour ça, il va falloir faire des exercices, entre guillemets, de force. Mais ça peut se faire avec des élastiques, ça peut se faire avec des balles lestées de 1 kg, ça peut se faire avec quelques haltères de 1 ou de 2 kg, ça peut se faire un petit peu avec des exercices de tirage avec des machines, mais en aucun cas, c'est avec des charges lourdes. Des fois, c'est vrai que c'est un peu mal assimilé par les parents. Ils ont tendance à dire non, 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 pas de musculation, il est trop jeune, c'est pas bon pour mon enfant. Mais est-ce que c'est bon pour un enfant de 9 ans de jouer 10 heures au tennis et de ne pas faire de travail préventif pour qu'il reste équilibré? Donc, ça va ramener l'épaule en avant, ça va abaisser une épaule, l'épaule va être beaucoup plus forte, l'autre va être moins forte. Au niveau des abdos, c'est pareil, au niveau des lombaires, c'est l'opposé, les fessiers, c'est pareil. Et donc, petit à petit, le joueur va se mettre dans une position où il va compenser partout. Et donc, c'est là où on a vraiment le risque de blessure. Donc là, c'est un rôle très important de travailler dès le plus jeune âge en fonction, bien sûr, du nombre d'heures, du quota horaire de pratique tennis chez les jeunes. Oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, on conclut cette partie 2